Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on change un petit peu de format. On va tester une base de PC que j'ai dénichée pour 20€ sur le bon coin. C'est l'annonce qu'on voit en fond. Dans cette annonce qui a l'air de rien, il y a pas mal de choses qui ont retenu mon attention. Déjà, on a un boîtier Lianli qui est plutôt haut de gamme et assez atypique. Je me rappelle de lui, je l'ai vu dans une review et il date du milieu des années 2000. Donc déjà, ça a retenu mon attention. Ensuite, on a la présence de ventilateurs Noctua qui généralement annoncent des configs de qualité car ce sont des ventilateurs plutôt haut de gamme et c'est pas les ventilateurs d'origine. C'est signe que quelqu'un a investi pas mal dans cette machine. C'est pas toujours le cas, mais en général, quelqu'un qui prend les Noctua, surtout dans leur couleur d'origine, c'est-à-dire beige et marron, c'est généralement quelqu'un qui est connaisseur et qui cherche la performance, pas le côté Jackie RGB. Je me suis dit que pour 20€, ce serait intéressant de l'acheter, surtout s'il vend avec tout ce qui est sur la photo. Donc j'ai contacté le vendeur qui m'a confirmé qu'il vendait avec la carte mère, le processeur, l'alimentation, bref, qu'il vendait avec tout. Parce qu'il s'en débarrassait car selon lui, le PC avait grillé. J'ai directement pensé à l'alimentation car il m'a expliqué que le PC fait disjoncter quand on le branche. A savoir qu'un PC qui disjoncte directement quand on le branche, c'est que ça vient généralement de la partie primaire de l'alimentation, c'est-à-dire la partie qui est en 220 volts. Ce qui fait que je suis assez confiant sur le fait de pouvoir récupérer la carte mère et le processeur. Donc voilà le PC, et vu l'étiquette de Windows Millennium qui est collée sur le côté, je pense que l'ancien propriétaire possédait ce boîtier depuis vraiment un bon moment. Allez, maintenant on va démonter tout ça et on va voir ce qui se cache dedans. Dans ce boîtier à l'architecture qui est très particulière, il faut que je démonte l'aliment premier car elle se trouve devant la carte mère, qui d'ailleurs, elle, est placée à l'envers. Je remarque directement une carte mère Asus en P45, c'était donc plutôt du haut de gamme en socket 1156. C'est plus récent que je pensais, mais c'est pas grave. On a aussi un ventirad Zalman qui ira très bien pour mes configurations rétro. Pour la lime, on a une 550 watts en semi-modulaire proposée par Antec. Vu que j'ai des gros doutes sur elle, je vais l'inspecter plus en profondeur tout à l'heure. Dans ce boîtier si particulier, c'est plutôt bien pensé, j'ai un ventilateur qui vient extraire directement l'air chaud des cartes graphiques. Il faut que je le démonte lui aussi pour atteindre la carte mère. Maintenant que j'ai fait du vide, on se rend bien compte que la carte mère est à l'envers. J'ai le processeur qui est en bas et les ports PCI Express vers le haut. Ce choix a été fait dans un esprit de gain de place parce que ça me permet d'avoir l'alimentation devant le processeur, mais le défaut c'est que ça empêche d'avoir des trop gros refroidissements pour le processeur. On a donc une P7 P55D-E de Asus et on va vite démonter le ventirad, je suis pressé de voir ce qui se cache en dessous. Ça se voit que l'ancien propriétaire en prenait soin, malgré la poussière, la pâte thermique est plutôt récente, je la retiens avec de l'alcool isopropylique. J'ai vite passé sur le démontage de l'adaptateur du ventirad pour qu'on puisse découvrir ce processeur rapidement. C'est pas trop mal, c'est un i5 760, donc un quad-core en 45 nanomètres avec une fréquence maximum de 3,33 GHz en turbo. Je suis assez content parce que j'avais pas vraiment de processeur de cette génération là et c'est plutôt sympa car j'ai déjà une GTX 580 et une 590 qui iraient très bien avec cette génération de processeurs. Encore, faut que tout ça fonctionne, donc on va tester la carte mère, le processeur un peu plus tard. D'abord, on va passer sur la lime. Visiblement, quelqu'un a déjà essayé quelque chose dessus. Le scotch de la garantie est abîmé au niveau de la vis. Je passe rapidement le démontage de la lime, on va aller voir directement où se situe le problème. Alors après un contrôle visuel des soudures, on voit que ça a pas mal chauffé sur la partie primaire, donc c'est la partie qui reçoit le 220 volts. Je vois parce que les soudures ont de nouveau fondu de manière pas très propre. En plus de ça, j'ai des petites traces de noircissure. Petite info intéressante sur les alimes à découpage comme celle-là, on peut voir la séparation entre le primaire et le secondaire de la lime avec cette séparation physique qui est faite au milieu de la carte électronique. Bon, je vais pas m'embêter avec cette alime, de toute manière c'est une alime 500 watts, plutôt bas de gamme, même si elle est semi-modulaire, elle a aucune certification. Je vais pas la brancher, je vais pas prendre le risque d'endommager du matériel avec ça. C'est dommage, mais je m'y attendais un petit peu, donc ça part à la poubelle.
Le point positif, c'est que ça confirme ce que je pensais, donc il y a pas mal de chances que la carte mère, elle, fonctionne parfaitement. Donc on la monte directement sur la table de bench et on la teste. Entre temps et hors caméra, j'ai fait un bon dépoussiérage de la carte mère et du ventilateur que j'ai déjà prémonté sur la carte mère. Vu que j'ai pas spécialement confiance dans cette carte mère, j'y mets de la DDR3 qui est pas top. C'est quand même de la Inix, mais je préfère cramer ça plutôt que des Corsair. Allez, tout est monté, c'est l'instant de vérité. Et ça démarre, c'est parfait. Vu que tout fonctionne, j'ai monté une config génération 2010 avec ces composants-là. On se fait quelques plans pour se flatter la rétine et on se retrouve juste après pour en parler. Comme d'habitude, j'adore vous faire ce genre de plan, j'espère qu'encore une fois ça vous a plu. Maintenant, on va parler de ce que j'ai mis dans cette configuration. Forcément, on retrouve notre i5 760 et notre carte mère en P55, et étant donné que le socket P55 est compatible pour le Crossfire, je me suis pas gêné, j'avais deux 5870 sous la main, donc j'ai fait un Crossfire de HD 5870. Vu que j'avais l'adaptateur, j'en ai profité aussi pour mettre un refroidissement Zalman qui est plus sympathique, je préfère ce design là. Étant donné que c'est un processeur qui chauffe pas énormément, ça fera largement l'affaire. Quant à la lime, forcément pour alimenter un Crossfire il nous faut du gros, mais là c'est vraiment du très gros. C'est une 1200 Watt 80 Plus Gold qui est proposée par Seasonic. Concernant la mémoire, on a 8 Go en DDR3, donc 2 barrettes Corsair en 1333, 2 x 2 Go, et 2 x 2 Go encore une fois, avec les barrettes Inix qu'on a vu tout à l'heure. Pour le stockage, on a 2 HDD classiques, ça suffira largement pour ce qu'on va faire. Concernant le boîtier, c'est un boîtier Fractal Design, malheureusement j'ai plus la référence exacte, désolé. Et les plus observateurs auront vu qu'il y a une backplate custom sur une D2 5870, et une backplate que j'ai imprimée en 3D moi-même. Maintenant qu'on a notre config de test, on va pouvoir commencer. En premier, on va passer sur Cinebench R15 pour tester ce fameux processeur que j'ai eu pour une somme dérisoire et on va voir ce que ça donne. Le passage qu'on voit tourner là, c'est un passage avec un overclocking à 3,6 GHz, mais dans les résultats, il y a déjà avec les fréquences d'origine. Et j'ai voulu mettre 3,6 GHz, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la même fréquence que le Core de Duo Quad Extreme. Ça nous permettra de voir l'avantage des nouvelles architectures avec les corps i par rapport au Core de Duo précédent, tout ça à fréquence égale. Parce qu'en fait, j'ai passé aussi le Core de Duo Quad Extreme à 3,6 GHz sous Cinebench et il était plus performant que le i5 avec les fréquences d'origine. Donc là, on a des résultats qui sont plutôt intéressants. D'origine, on a 347 points. Et là, avec cet overclocking, on passe à 433. Donc ces processeurs-là profitent vraiment de l'overclocking. Malgré tout, on reste quand même loin des processeurs plus récents. J'ai benché mon i7 7700K d'origine, la 948. Avec un overclocking, on a plus de 1000 points. Par contre, j'ai benché aussi mon Xeon, qui est plus ou moins de 2011, et c'est vraiment une brute de performance. On a 1133, on est même plus haut que mon 7700K. Ce que met aussi en évidence ce résultat, c'est qu'en applicatif, en tout cas, cette génération-là de processeurs était bien plus performant que les anciens corps de Duo. Malgré tout, le Q6850 s'en sort vraiment pas mal, car il date de 2006, et malgré tout, il tient quand même la dragée haute à ce i5. Allez, maintenant, on va passer sur le bench de Metro. Avec tous les réglages au minimum, ça permettra de comparer avec mes anciennes vidéos, de voir à quel point on est bottleneck avec ce i5. Ça permettra de comparer face au QX6850, qui, si je me rappelle bien, nous sortait une moyenne autour de 50 FPS.
On a un petit peu plus de 77 fps, c'est vraiment pas mal parce que j'ai fait ce bench avec les fréquences d'origine du i5 sans overclocking donc, et on est quand même au-dessus du QX 6850 qui était lui overclocké quand j'avais fait mes tests. Ça montre que cette architecture là propose vraiment de bonnes performances dans les jeux. Ça a un peu moins d'intérêt, mais je l'ai passé aussi sous BioShock Infinite. Le but c'était de voir ce que ça donnait sous le Unreal Engine qui est vraiment bien optimisé. Et encore une fois, il s'en sort vraiment pas mal. On a une très bonne moyenne de FPS. Je l'ai passé sous Infinite par curiosité. Ça a moins d'intérêt, mais bon, c'est intéressant quand même. Maintenant, la question qui brûlait sur toutes les lèvres à l'époque, donc fin 2007, début 2010, can it run Crysis? Est-ce qu'il fait tourner Crysis? Qu'est-ce que ce jeu a dû faire acheter des composants à l'époque? Tellement il était gourmand et tellement beau, personnellement, je sais que c'était ma mesure étalon pour savoir si on avait une bonne machine. Allez, on essaie d'y répondre, on voit ce que ça donne. Premier test, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, j'ai tout réglé à fond, absolument tout. Dans cette zone qui est pas trop chargée, ça va, on est entre 45 et 55 fps, c'est plutôt jouable, il n'y a pas de problème. On se rend compte qu'on est plutôt limité par les cartes graphiques car le processeur il force pas spécialement, on est dans les 50%, 60% de fonctionnement. Si on regarde bien, en fin de compte c'est la VRAM des cartes graphiques qui me limite si on n'a pas suffisamment. Ces 5870 c'est leur gros défaut d'ailleurs, elles n'ont qu'un seul giga de GDDR5. Dans cette zone qui est bien plus chargée, on le voit, j'atteins difficilement 30-35 fps, mais bon quoi qu'il arrive ça suffira, on voit très bien qu'on n'est pas limité pour le processeur, donc oui, ce processeur est clairement capable de faire tourner Crysis. Maintenant on va essayer de le pousser au maximum sur The Witcher 3 et on va voir ce que vaut un processeur assez ancien trouvé sur le bon coin. Dans un premier temps, j'ai essayé de le passer avec le Crossfire de 5870, mais elle me limite clairement trop pour pouvoir faire un vrai test du processeur, donc je suis passé sur une GTX 680. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le bottleneck, un processeur ça se teste avec tous les graphismes au minimum. Donc c'est ce que j'ai fait, ça permet de ne pas être bridé par la carte graphique. Et en plein centre de Novigrad pour essayer de le charger le plus possible. Malheureusement j'ai mal cadré, on voit pas l'utilisation du processeur, mais bon je peux vous dire qu'il était à 100% tout le long. Et ça se ressent parce qu'on a le GPU qui tourne pas spécialement et on a des drops de FPS dans les 30, à des moments on est plus à 50-60. Quoi qu'il arrive dans Novigrad c'est vraiment pas agréable à jouer. On va essayer dans une zone qui est moins dense pour voir ce que ça donne. Je tiens à préciser que là en plus le processeur est overclocké à 3,6 GHz. Bref, Witcher 3 ça commence à être vraiment difficile pour ce processeur là. Dans cette zone-là, ça tournait finalement tellement bien que j'ai même mis les graphismes en élevé, voire moyen pour le traitement numérique, et ça tourne vraiment pas mal. Donc on peut dire Witcher 3 pourquoi pas, mais malheureusement faut rester dans la campagne. Vraiment, je suis quand même pas mal surpris par ce i5, hein. C'était un des premiers, il me semble que c'était le deuxième à être sorti. Il a presque 12 ans maintenant. En plus de ça, c'était un milieu de gamme, et il s'en sort vraiment pas trop mal, surtout sur des jeux comme The Witcher 3. Je pense qu'on a fait le tour concernant ce combo carte mère plus processeur. Je suis vraiment content, pour 20 €, ça valait vraiment le coup. En plus, j'avais pas de carte mère avec ce socket là, et comme je le disais précédemment, il tourne pas mal ce petit i5, hein, même dans les jeux qui sont plutôt gourmands. En plus de ça, j'ai eu un Ventirad Zalman qui est sympathique, et sans compter le boîtier, avec les ventilos Noctua, c'était vraiment une bonne affaire. Concernant le boîtier, j'ai une carte mère qui traîne en socket 939, qui sera bien plus contemporaine pour ce boîtier-là. En plus de ça, je suis content parce que c'est un Lianli de cette époque-là, et c'est vraiment du haut de gamme, on n'en voyait pas beaucoup. Je pense qu'on le reverra donc dans une prochaine vidéo pour y faire un PC complet, car celle-ci est déjà suffisamment longue. Voilà, j'espère que ce format de réception et test de nouveaux matériels vous aura plu. Personnellement, j'ai apprécié faire cette vidéo, ça m'a permis de faire une config complète, de la tester, de faire des plans sur un PC qui est complet du coup. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner. En attendant, prends soin de toi et à une prochaine vidéo.